Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire qui est co-organisé par Evans. C'est un plaisir de vous accueillir pour échanger sur la mobilité domicile-travail. Nous avons du coup un système qui vous permet de poser vos questions directement dans le chat. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions, d'ores et déjà à les poser pour que nous puissions y répondre au fur et à mesure, et puis nous aurons un temps dédié justement pour y répondre en fin de webinaire. Le thème qui a été choisi aujourd'hui pour le webinaire est un webinaire destiné à traiter les éléments liés à la mobilité domicile-travail, notamment autour de abonnement de transport, forfait mobilité durable et prime transport, comment articuler les différents dispositifs. Et j'ai la joie d'accueillir du coup deux experts qui vont à mes côtés pouvoir traiter les différents sujets et lors d'un entretien croisé, pouvoir répondre à plusieurs questions sur ce sujet. Merci Yann, merci Amélie, je vous laisse vous présenter. Merci Simon. Moi je suis Amélie Clare, avocate en droit social au barreau de Paris depuis 10 ans et spécialisée sur ces questions de mobilité durable. J'ai effectivement travaillé avec l'ADEME, notamment rédigé un rapport sur la négociation obligatoire en matière de mobilité durable publié en 2021. Et voilà, j'ai écrit des articles aussi sur ce sujet ces dernières années. Et je suis ravie d'être là. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation également, Yann Dobkovitz. Donc moi, je suis directeur général pour la France de Skipper. Donc Skipper, nous, on est une société d'édition de logiciels spécialisée dans les budgets dédiés à la mobilité des salariés. Donc en l'occurrence ici, tout ce qui peut s'articuler autour de la mobilité domicile-travail. Et donc on est présent depuis 2018 en France, Belgique et aux Pays-Bas. Simon Grelier, consultant sur les nouvelles mobilités au sein d'Evans, partenaire de toute la mobilité en entreprise, et donc particulièrement partenaire aussi de Skipper sur une solution dédiée pour gérer la mobilité. Nous en parlerons un peu plus tard. Dans un premier temps, peut-être revenir sur le plan que nous vous proposons. Nous commencerons par une introduction et une mise en contexte de la mobilité en entreprise et du dialogue social. Nous reviendrons sur le cadre réglementaire et les différentes pratiques au sein des entreprises. Puis, à partir d'un entretien croisé donc, entre Amélie et Yann, nous pourrons du coup traiter différents sujets autour de différents dispositifs qui ont sens dans les entreprises. Et puis, à partir d'une session questions-réponses, nous pourrons du coup traiter toutes vos questions que vous pouvez avoir sur ce sujet, du moins essayer d'y répondre pour justement que vous puissiez aussi réfléchir à ces sujets en ce début d'année 2025. Enfin, une conclusion qui nous permettront aussi de pouvoir partir ensemble avec tous ces éléments. Dans un premier temps, peut-être repartir sur le cadre réglementaire. On voit qu'au sein des entreprises, justement, se pose beaucoup la question de comment je peux accompagner mes collaborateurs dans leur déplacement domicile-travail. Plusieurs dispositifs légaux ont émergé depuis maintenant 5-6 ans, notamment la loi d'orientation des mobilités ou la loi climat et résilience, qui va accélérer la transition énergétique dans les transports, et notamment dans les transports domicile-travail. On parle souvent de forfait mobilité durable, justement, qui va pouvoir accompagner les collaborateurs dans leur trajet du quotidien et leur donner une somme dédiée. On y reviendra ensemble sur l'articulation du dispositif, mais qui a un vrai avantage pour le collaborateur pour justement l'accompagner et l'inciter à utiliser les mobilités durables. Ce forfait mobilité durable est aussi cumulable avec d'autres dispositifs, notamment l'abonnement de transport, ce qui fait que ça le rend d'autant plus intéressant, justement, pour flexibiliser la mobilité. La mobilité, c'est un sujet de tous, et notamment des négociations annuelles obligatoires. Du moins, c'est un thème à aborder, notamment dans ces NAO, pour les entreprises de plus de 50 salariés, dans une rubrique qu'on appelle la qualité de vie au travail. Dans cette thématique, on retrouve notamment l'organisation du travail, la prise en charge des frais de trajet, mais aussi comment on peut inciter des collaborateurs autosolistes aujourd'hui à utiliser des mobilités durables pour du coup leur quotidien. En l'absence d'accord, ça arrive. Voilà, on peut aussi mettre en place un plan de mobilité, du moins l'entreprise est tenue d'y réfléchir. Les entreprises les plus importantes, de plus de 500 salariés, disons, ont depuis maintenant 2 ans l'obligation d'inclure la question des trajets domicile-travail dans leur réflexion, notamment pour réduire leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre.
Comme on peut le voir ici, en effet, le bilan et les émissions de gaz à effet de serre en France représentent plus de 32% des émissions au sein d'une entreprise. Donc le poste des transports a vraiment un gros impact justement pour le bilan carbone de l'entreprise. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, des nouveaux services sont disponibles. C'est-à-dire pour tendre justement à réduire ces émissions carbone, on voit que de nombreuses solutions se sont installées sur le marché autour du vélo, des trottinettes, du covoiturage, de l'autopartage, des services en mobilité partagée. De nouveaux modes de travail également qui vont forcément changer les habitudes des collaborateurs avec moins de déplacements dans leur quotidien, et donc peut-être aussi des initiatives à prendre pour l'entreprise pour les faire revenir au bureau avec des mesures incitatives du coup. Et finalement, c'est des nouveaux besoins dans une stratégie RH également, de pouvoir essayer d'accompagner les collaborateurs à adopter des comportements plus responsables, répondre aux besoins du collaborateur du quotidien. En effet, c'est un souci d'attractivité pour les entreprises, et dans le cadre de leur politique RH et de leur marque employeur, c'est un levier très important. Donc ça amène les entreprises à aller vers de nouvelles solutions de mobilité et à réfléchir différemment leur système. Et on voit que maintenant, depuis 5-10 ans, des organismes se sont saisis de ces sujets. On commence à avoir du coup beaucoup de data, d'analyses qui sont faites. Je prends ici plusieurs indicateurs. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont des indicateurs qui nous permettent de voir qu'il y a du changement depuis 5-10 ans dans les pratiques. Notamment une étude sur la mobilité dans les NAO qui a été menée par Ecodev et qui montre que 45% des salariés considèrent leur trajet domicile-travail comme désagréable. Donc, comment inciter les collaborateurs à peut-être changer leurs habitudes pour rendre ce trajet différent, plus agréable? En tout cas, ces études qui sont pratiquées par des experts cabinets de conseil permettent justement de pouvoir changer les habitudes des collaborateurs. Un autre dispositif qui est intéressant, c'est le baromètre forfait mobilité durable, qui existe depuis maintenant 3-4 ans et qui permet justement de mesurer l'impact du forfait mobilité durable. Donc Amélie vous en parlera tout à l'heure, de mesurer comment les utilisateurs vont peut-être se saisir de ce nouveau dispositif. On y reviendra ensemble, mais c'est intéressant et je vous invite vraiment à consulter les dernières données de ce baromètre. On voit notamment que beaucoup d'employeurs en région et notamment en région parisienne se sont saisis du forfait mobilité durable, le connaissent. Certains l'ont déployé, on voit que 29% d'entre eux l'ont déployé et 36% ont prévu de le faire. Ce qui fait qu'il y a aussi une recherche d'outils pour le mettre en place. D'autres mesures comme voilà, le label Pro Vélo permet justement de valoriser également les entreprises qui vont proposer des vélos, et on en parlera aussi de mesures incitatives pour justement accompagner les collaborateurs sur la pratique du vélo. Et enfin, le covoiturage, un registre de preuves qui permet aussi de mesurer le nombre de personnes qui utilisent le covoiturage pour justement peut-être limiter l'autosolisme et valoriser dans son trajet domicile-travail la prise en charge de personnes passagers. Finalement, en entreprise, le sujet de la mobilité, c'est pas seulement peut-être vous, les ressources humaines, ou vous, les gestionnaires de flotte. Ça va concerner aussi les représentants du personnel qui doivent être saisis de ces sujets. Amélie nous en reparlera, mais c'est vrai que dans les politiques justement d'entreprise, on doit aussi saisir ce sujet auprès d'organismes, notamment les CSE, auprès de négociations annuelles obligatoires ou de déclarations unilatérales de l'employeur. Mais ces représentants du personnel vont aussi pouvoir donner leur avis sur justement ces différents dispositifs de mobilité pour le mettre en place dans l'entreprise. La RSE aussi, depuis maintenant plusieurs années, a un impact important dans la stratégie mobilité de l'entreprise. Et donc, ces parties prenantes ont tout leur sens dans la réflexion de la politique mobilité domicile-travail de l'entreprise. Ce que je vous propose donc maintenant, après cette introduction et ce panorama de la mobilité domicile-travail, c'est de pouvoir échanger avec nos deux experts qui vont pouvoir donner leur regard sur différents sujets. Et nous allons commencer avec une question pour Yann, justement sur quels sont les différents leviers d'action qu'une entreprise peut avoir sur la mobilité domicile-travail. Merci Simon. Effectivement, donc différents mécanismes ont été proposés ou existent maintenant depuis plusieurs années, sont au service des entreprises pour aider les salariés, les collaborateurs à venir sur leur lieu de travail dans le cadre de la mobilité domicile-travail. Alors ici, on va rapidement les présenter, puis on rentrera dans un détail plus poussé de celle-ci.
D'abord, et on va dire, je pense que tout le monde est au fait de celle-ci, mais la prise en charge des abonnements de transport en commun. Dans le transport en commun, on entend évidemment les transports en commun intra-urbains et interurbains, quand il y a des collaborateurs qui vivent dans une autre région ou une autre localité que leur lieu de travail. Là, il y a une obligation de la part de l'employeur sur laquelle on va revenir et sur laquelle le collaborateur a aussi un bénéfice important. Une mesure qui est issue de la loi LOM, donc de 2019, dont a parlé Simon, le forfait mobilité durable, qui prend la forme d'une dotation en euros au bénéfice du collaborateur éligible à certaines mobilités. On va y revenir. Au sein de ce forfait mobilité durable, les anciennes indemnités kilométriques vélo qui sont rattachées, intégrées, et sur le même mode de fonctionnement, déclarative, avec un barème par kilomètre. Et enfin, à côté de ça, vous avez la prime transport, qui est une dotation également pour les collaborateurs qui se rendent sur leur lieu de travail en véhicule personnel, qui se découpe en deux parties, une partie sur le carburant et une partie sur la recharge électrique. Ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est qu'il y a une partie des mécanismes ici, donc l'abonnement de transport qui est obligatoire, le reste étant facultatif. L'entreprise se retrouve donc face à un vaste choix d'options, puisqu'entre elles, elles sont cumulables ou non. Et je vais passer la parole à Amélie pour nous en dire un peu plus. Merci Amélie, merci Yann. Et pour Amélie, du coup, une question, la question suivante, justement, comment articuler l'abonnement de transport et le forfait mobilité durable? Quelles sont les conditions de prise en charge? Merci, oui. Alors, quant à la prise en charge des frais de transport domicile-travail au titre de 2025, hein, parce que, comme vous avez pu le constater ces dernières années, on a eu beaucoup d'évolutions en termes d'exonération, enfin de montants plafonnés d'exonération sociale et fiscale sur la prise en charge des frais de transport. Là, ce schéma est bien, montre bien des montants qui valent au titre de l'année 2025, qui n'étaient pas ceux de 2023 et 2024. Qu'en est-il donc à partir du 1er janvier 2025, notamment concernant les frais d'abonnement au transport public? Donc, comme le disait Yann, c'est une obligation légale, hein, ça fait très longtemps que ça existe. Les employeurs sont tenus de prendre en charge à minima 50% du coût des titres d'abonnement au transport public utilisés par les salariés dans l'entreprise. Et on entend aussi transport public, aussi service public de location de vélo. L'employeur peut même aller au-delà de ces 50%, il peut aller jusqu'à 75% de prise en charge du prix des titres d'abonnement de transport public, et ce sera tout de même exonéré de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu pour le salarié. Voilà, donc là, c'est vraiment une obligation légale. Par ailleurs, le forfait mobilité durable, lui, c'est un forfait qui n'est pas obligatoirement, enfin, l'employeur n'est pas obligé de le mettre en place, mais néanmoins, il existe des incitations sociales et fiscales qui peuvent être intéressantes pour l'employeur et pour le salarié, pour inciter à la mise en place de ce type de prise en charge. De quoi il s'agit? Donc, c'est un forfait, une allocation forfaitaire qui permet à l'employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour l'utilisation d'un certain type de mode de transport. Les modes de transport éligibles sont les suivants. Donc, vous avez le vélo avec ou sans assistance électrique, les EDPM, engins de déplacement personnel motorisé type trottinette électrique, et autres monoroues, enfin voilà, ce qu'on peut voir comme type d'engin de déplacement personnel motorisé. Encore faut-il que ce soit des engins qui soient peu émetteurs en gaz à effet de serre, bien sûr. Ça permet de financer aussi les prises en charge de frais conducteurs ou passagers en covoiturage, ou encore des services de mobilité partagée comme l'autopartage, etc. Encore faut-il, encore une fois, que ce soit de la mobilité partagée à faible émission de gaz à effet de serre, donc en dessous de 60 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, si le salarié utilise ce type de mode de transport, encore faut-il d'ailleurs qu'il le justifie, soit par des justificatifs de paiement ou alors par une attestation sur l'honneur. Et cette justification peut avoir lieu une fois par an.
Et s'il le fait, le forfait peut lui être attribué à hauteur maximum de 600 € par an, donc par salarié, et ce serait alors exonéré, encore une fois, de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu pour le salarié. Et ces deux dispositifs, abonnement au transport public et forfait mobilité durable, peuvent être en plus cumulés, ce qui permet aux salariés d'une part d'utiliser les transports en commun et d'autre part d'utiliser les modes de transport éligibles au forfait mobilité durable et de bénéficier de ces deux dispositifs tout en étant, encore une fois, exonérés de cotisations et d'impôts sur le revenu, et cette fois à hauteur de, après cumul, 900 € par an et par salarié. C'est vrai que ça c'est pas forcément très élevé, mais néanmoins, ça reste intéressant et plus élevé que la première mise en place du FMD lors de la loi d'orientation des mobilités. Merci Amélie pour ces éléments de réponse. Je vous propose de passer sur la question suivante et je vous invite vraiment à poser vos questions dans le chat. On voit que les premières questions viennent d'être publiées, donc n'hésitez pas aussi à adresser les vôtres. La question suivante est celle-ci. Comment traiter les cas spécifiques liés aux abonnements de transport? Oui, alors on a imaginé effectivement quelques hypothèses autour de la prise en charge abonnement transport public. Je vais essayer d'être assez synthétique parce que le temps passe. Dans la première hypothèse, c'est un salarié qui vit à Évreux et qui travaille à Paris dans le 8e arrondissement. Alors la question, c'est est-ce que l'employeur a tenu de prendre en charge à 50% à la fois l'abonnement Navigo parce qu'on est à Paris, Métrobus, Tram, enfin à Paris, et à la fois aussi 50% de l'abonnement SNCF Région Normandie, parce que la personne vient d'Évreux, c'est en Normandie. Eh bien, la réponse est oui. Si effectivement le salarié a été embauché alors qu'il était éloigné de son lieu de travail, mais ça c'est son choix, l'employeur a quand même tenu de prendre en charge 50% des 2 abonnements transport public. C'est confirmé par la jurisprudence et aussi on peut retrouver aussi les éléments dans le bulletin officiel de la sécurité sociale. Donc voilà pour la première hypothèse. La deuxième hypothèse qu'on a imaginée, c'est la suivante. C'est un salarié, donc père de famille avec une garde alternée de ses enfants, qui réside à Paris, c'est sa résidence habituelle. Il y a un appartement, voilà. Et la semaine, donc, il vit à Paris du lundi au vendredi et il rentre par contre à Brest où sa famille, ses enfants résident un week-end sur 2, donc c'est sa garde, et une semaine à chaque vacances scolaires pour garder ses enfants. La question c'est, est-ce que l'employeur est tenu alors de prendre en charge d'une part les 50% de l'abonnement transport public à Paris et d'autre part 50% de l'abonnement SNCF pour se rendre un week-end sur 2 en Bretagne où est en fait sa résidence plus secondaire et une semaine aussi pour chaque vacances scolaires. La réponse ici est non, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les 50% de l'abonnement SNCF, mais seulement les 50% de l'abonnement transport public parisien, puisque là, c'est sa résidence habituelle, elle est à Paris et son lieu de travail est à Paris. Donc, dans ces cas-là, là, c'est vraiment du pur personnel sur la partie déplacement en Bretagne, donc l'employeur n'a pas à le prendre en charge. Quant à la troisième hypothèse, là, c'est l'hypothèse d'une salariée qui vit à Angers, mais qui a 2 lieux de travail en réalité. Elle a un lieu de travail qui est à Angers, un lieu de travail qui est à Nantes. Et en fait, ce sont 2 sites de la même entreprise. Et elle l'utilise comme mode de transport pour se rendre sur ces 2 sites de l'entreprise, des transports publics. Donc, notamment, elle a un abonnement Irrigo à Angers et un abonnement SNCF pour faire le trajet Angers-Nantes. Et quand elle est à Nantes, là aussi, elle utilise aussi l'abonnement Naolib à Nantes. Est-ce que l'employeur doit prendre en charge 50% de tous ces abonnements ou seulement d'un d'entre eux ou 2 d'entre eux? La réponse est oui, l'employeur doit prendre en charge 50% de tous ces abonnements, même si on en a en fait 3 ici. Mais en fait, si les déplacements, domicile-travail du salarié sur les sites de l'entreprise, parce qu'en fait, il a 2 lieux de travail, nécessite qu'il prenne ces transports, l'employeur est tenu de prendre en charge à chaque fois 50% des titres d'abonnement, quel que soit le nombre d'abonnements pris nécessité pour le trajet du salarié. Très intéressant cet éclairage. Vous comprenez du coup l'articulation du forfait mobilité durable et de l'abonnement de transport public. Nous allons maintenant faire un focus sur le vélo et peut-être sur le vélo collaborateur. Justement, que faut-il savoir sur le vélo collaborateur?
Alors tout d'abord, pour commencer et donner un peu un cadre des incitations aussi fiscales qui existent sur le vélo mis à disposition par l'employeur auprès de ses salariés, il a été mis en place un dispositif d'incitation fiscale pour les employeurs qui mettent à disposition des salariés une flotte de vélos. Donc l'idée, c'est un peu comme la flotte de véhicules pour les véhicules de fonction, mais là, c'est une flotte de vélos. Et en fait, ce dispositif permet de réduire l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui met à disposition de ses salariés une flotte de vélos. Et cette réduction d'impôt sur les sociétés est égale aux frais générés par la mise à disposition de cette flotte, mais dans la limite de 25% du prix d'achat ou de la location de la dite flotte de vélos. Ça peut être un achat en propre de la flotte de vélos ou alors de la location auprès d'un prestataire qui loue des vélos. Voilà. Donc, dans l'un comme l'autre des cas, l'employeur, l'entreprise pourra bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés et vous avez sur la slide les différents frais qui rentrent dans le cadre de cette réduction d'impôt sur les sociétés. Ça peut être aussi la mise en place d'abris vélo, stationnement vélo, les frais d'entretien de vélo, enfin voilà, tout ce qui va autour de la mise en place de cette flotte de vélo, leur entretien et leur achat et location fait partie des frais qui permettent la réduction d'impôt sur les sociétés, donc ce qui peut être incitatif pour les employeurs. Toujours dans cette hypothèse de la mise en place, de la mise à disposition par l'employeur de vélos auprès de ses salariés, là on va plus spécifiquement sur des cas d'utilisation de vélos mis à disposition par l'employeur par les salariés. Donc là, c'est le cas d'un salarié qui utiliserait un vélo mis à disposition par l'employeur pour faire ses trajets domicile-travail ou pour se rendre sur un lieu de restauration le midi dans le cadre de son temps de travail. La première hypothèse est celle-ci. Est-ce que donc il souhaite recourir au service de mobilité partagée type autopartage pour se rendre de son domicile chez un client qui serait implanté dans un lieu difficilement accessible à vélo. Donc, il a habituellement un vélo qui lui est mis à disposition par l'employeur, qu'il utilise habituellement au quotidien pour se rendre sur son lieu de travail. Mais là, le problème, c'est que le client est dans un lieu difficilement accessible à vélo. Donc, la question, c'est est-ce qu'il peut quand même utiliser le forfait mobilité durable proposé par l'employeur pour se rendre chez le client? Est-ce que c'est cumulable avec son vélo mis à disposition par l'employeur? La réponse est oui, rien n'empêche et rien n'interdit d'avoir à la fois bénéficié à la fois du FMD et d'avoir aussi le vélo qui a été mis à disposition par l'employeur. Ce cumul est tout à fait possible. Deuxième hypothèse, là c'est un salarié qui serait en déplacement professionnel, qui se rend, je sais pas, il travaille à Nantes, il se rend à Bordeaux pour assister à une formation. Il s'y est rendu en train. D'habitude, il a son vélo, mais là, il n'a pas pris son vélo en train pour se rendre à la formation. Il souhaite à Bordeaux utiliser utiliser le service public de vélo pour se rendre sur le lieu de formation de son hôtel, par exemple. Bah, oui, il peut le faire. Et alors la question, c'était peut-il bénéficier ou utiliser du FMD proposé par l'employeur? Alors là, je me suis piégée moi-même dans la question, c'est-à-dire que en fait, c'est pas tellement le FMD qui serait utilisé aussi, mais plus l'abonnement au transport public, parce que si on est sur du service public de vélo, alors on rentre dans le cadre de l'abonnement au transport public dont j'ai parlé tout à l'heure, et il peut bien évidemment utiliser cet abonnement au transport public pour utiliser le service public vélo là où il en a besoin lors de son déplacement. Petite précision pardon, avant de passer à la suite, il y a aussi une incitation sociale, enfin je parlais d'incitation fiscale pour l'entreprise tout à l'heure, il y a une incitation sociale aussi qui existe pour les vélos mis à disposition par l'employeur auprès des salariés. Comme vous le savez, un véhicule de fonction, mais une voiture mis à disposition par l'employeur auprès des salariés, c'est un avantage en nature. Un avantage en nature pour ce qui est de l'utilisation privée, personnelle, les soirs et les week-ends. Le vélo, le principe en fait serait le même, c'est-à-dire qu'un vélo qu'on utilise le soir et le week-end, c'est un avantage en nature. Donc normalement, ça devrait être soumis à cotisation et impôt sur le revenu pour cette partie-là. Mais néanmoins, pour inciter justement à utiliser des modes de transport vertueux et pour la planète, l'URSSAF, à titre de tolérance, ne considère pas cette utilisation comme un avantage en nature, donc ça ne sera pas soumis à cotisation, en tout cas à ce stade, ni à impôt sur le revenu pour le salarié. Les dispositifs sont donc riches et il en reste un dernier qu'on va aborder ensemble, justement cumulable aussi avec le forfait mobilité durable.
Du coup, Amélie va nous parler de la prime transport. Oui, merci Simon. Alors, dernier dispositif aussi issu, alors il existe avant, mais qui a été modifié par la loi d'orientation des mobilités dont vous parliez tout à l'heure, qui est aussi cumulable avec le forfait mobilité durable, c'est la prime transport. La prime transport, elle est dédiée aux salariés en fait qui vivent, qui ont un domicile peu accessible au transport public, ou un lieu de travail aussi peu accessible au transport public, ou qui ont des horaires décalés ou qui travaillent de nuit. Donc c'est quand même des cas assez spécifiques, hein, où l'utilisation, le train ou le métro, voilà, ne peut pas être pris pour se rendre sur son lieu de travail, et donc utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail. Il y a aussi une incitation sociale et fiscale, mais cette fois plus fléchée pour des véhicules du coup aussi peu émetteurs en gaz à effet de serre, type véhicule électrique, hybride rechargeable et hydrogène, puisque le montant de la prime transport peut aller dans ce cas-là jusqu'à 600 € par an par salarié, alors que si c'est pour un véhicule thermique, le montant de la prime transport exonéré socialement et fiscalement ne va que jusqu'à 300 € pour les frais de carburant. Voilà. Donc ça permet, sur justificatif de paiement encore une fois, et aussi copie de carte grise, faut justifier quand même de l'utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail, aux employeurs de réduire le coût du transport pour les salariés qui se rendent sur le lieu de travail par ce biais-là, avec une incitation pour des modes de transport moins émetteurs, encore une fois, en gaz à effet de serre. Et cette prime transport est, comme je le disais, cumulable avec le forfait mobilité durable, ce qui permet de d'avoir plusieurs modes de transport possibles pour se rendre sur ces lieux de travail, à la fois cumuler peut-être services de mobilité partagée ou covoiturage ou vélo ou autre, avec la prime transport qui permet d'avoir une flexibilité pour les salariés pour se rendre sur leur travail et d'augmenter entre guillemets leur pouvoir d'achat sur le transport. Alors moi, en voyant tout ça, j'ai envie de poser une question à Simon. J'ai envie de lui demander aussi comment est-ce qu'une entreprise qui se retrouve face à tous ces différents mécanismes peut s'organiser pour mettre en place les bons outils pour les collaborateurs et construire une politique cohérente. En effet, il y a une méthodologie à appliquer. En tout cas, nous, on vous recommande celle-ci. Elle se fait en plusieurs étapes. Une première étape qui va être plutôt la phase exploratoire. C'est-à-dire que l'entreprise, vous voyez, a plusieurs choix, peut mettre en place plusieurs dispositifs. Il est important de ce fait, en amont, de peut-être enquêter sur la mobilité des collaborateurs, de voir comment ils se déplacent, de comprendre également quels pourraient être les meilleurs dispositifs et du coup de faire un benchmark des meilleures pratiques qui pourraient se faire. En tout cas, on peut vous accompagner chez Evans sur ces sujets. On peut vous aider également à choisir les mobilités qui vont être éligibles ou non. Vous l'avez compris, que ce soit dans le forfait mobilité durable, il y a la possibilité justement de flécher sur tel ou tel type de mobilité. Et enfin, de définir finalement les règles de mobilité qui vont être associées à ces dispositifs. Après cette phase exploratoire, il est important de faire du coup des choix. Et les choix doivent être faits tout en prenant en compte les cas exceptionnels, également les écueils que cela pourrait susciter après mise en place. Donc c'est pour ça qu'avec Evans, on va vraiment vous accompagner pour éviter tout ça et pour justement peaufiner les règles, hein, comme on le dit, grâce à notre expertise et notre connaissance aussi de ces dispositifs que l'on gère avec une solution dédiée. On y reviendra tout à l'heure. Mais donc on a ce recul-là au sein d'Evans. Enfin, je pense que si s'appuyer sur des experts juridiques, donc je pense à Amélie, mais aussi peut-être aux experts que vous avez en interne dans vos entreprises, pour justement vous aider à rédiger l'accord de mobilité. On l'a dit en introduction, le forfait mobilité durable, la prime transport doivent être sujets à des discussions en interne. Cela peut se faire lors des négociations annuelles obligatoires pour les entreprises de plus de 50 salariés ou via un plan de mobilité entreprise pour d'autres. Et donc, qui vont permettre justement, notre apport, l'apport d'experts, va vous permettre de contribuer justement à un dispositif qui soit conforme à la loi. Et ensuite, ça facilitera finalement sa mise en œuvre et son efficacité.
La présentation au CSE, c'est aussi un sujet sur lequel on peut vous accompagner très largement pour justement le présenter et le faire valider. C'est voilà, en tant que sponsor, finalement, en montrant que vous avez justement une réflexion qui a été poussée avec des éléments concrets pour justement aboutir sur un passage en mode projet et là s'appuyer justement sur peut-être donc des experts techniques, Skipper en fait partie, pour vous aider justement à assurer le lancement de votre dispositif de mobilité comme peut l'être le forfait mobilité durable. Et donc, c'est la question que je vais repartager à Yann, c'est du coup, pourquoi finalement proposer un outil dédié et comment et quels sont les dispositifs de mobilité qui sont couverts par Move? Oui, donc là, on s'inscrit dans la dernière partie de la méthodologie que vous venez de décrire, Simon, dans la mise en œuvre opérationnelle de la solution ou des solutions ou des cumuls de solutions, d'incitations que vous avez retenues pour vos collaborateurs. Comme l'a souligné Amélie, donc il y a plusieurs possibilités en ce qui concerne par exemple le forfait mobilité durable. Il peut être mis en place à travers des attestations sur l'honneur, on va dire sur papier libre, que le collaborateur va remplir, ou alors peut-être qu'en fonction de la volumétrie du nombre de collaborateurs dans votre entreprise, vous avez quand même envie de suivre d'un peu plus près le contrôle des vérificatifs, des justificatifs, les montants dépensés, etc., et les mobilités éligibles. Pourquoi est-ce que tout ça va être nécessaire pour vous? En quoi est-ce qu'un outil dédié, puisque c'est de l'outil dédié dont je vais vous parler, va être un atout, un bénéfice pour l'entreprise comme le collaborateur? Il y a quelques éléments clés qui vont être liés à l'efficacité et la productivité du temps que vous pouvez dédier à ces tâches si vous n'avez pas d'outil dédié, comme le propose Move. Effectivement, les intégrations qui sont faites avec vos outils métiers RH, avec les outils de gestion de paie, vont être permis justement avec des outils comme Move. Ça va vous donner une fluidité complète sur le processus d'intégration en DSN des montants consommés par vos collaborateurs sur le forfait, la prime transport, les abonnements. Donc là, c'est un vrai outil dédié qui vient en fin de parcours donner cette fluidité-là qui vous assure une gestion optimale. L'outil va aussi vous permettre de suivre, de traquer, de monitorer l'empreinte carbone générée avec la consommation sur le forfait mobilité durable, sur les abonnements de transport, sur la prime transport évidemment. Donc tout ça est présenté dans un tableau de bord. Et cette mise en forme, mise en œuvre concrète à travers une solution que je vais vous présenter juste après, va donner vraiment une incarnation de la marque employeur comme étant positionnée sur les mobilités durables et va être perçu pour le collaborateur comme un bénéfice, alors financier, puisque ça l'est évidemment, mais comme un vrai bénéfice, on va dire, dans lequel l'entreprise a investi. Donc là, je parle plutôt de la partie de droite. Donc, comment est-ce que ce bénéfice se traduit pour le collaborateur? Ça prend la forme d'une carte, d'une suite de paiements dans laquelle on peut retrouver, entre autres, une carte de paiement dédiée pour payer les mobilités en cours de journée, sur le chemin de son travail, on va dire, sur sa mobilité domicile-travail. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser un IBAN dédié qui va permettre de régler tout ce qui est plutôt mensualité, typiquement sur des abonnements de transport annualisés ou sur de la location vélo. Et aussi, vous avez une possibilité de lier votre carte de paiement personnel, soit en cas de dépassement de montant, soit en cas de contribution de part employée, comme ça l'est pour l'abonnement de transport. En plus de ça, pour le collaborateur, une application mobile qui est aussi disponible sur site web permettra de suivre le relevé, on va dire, des consommations, d'ajouter des justificatifs le cas échéant, d'avoir un accès au catalogue des mobilités éligibles, puisqu'évidemment, ça peut changer d'une entreprise à l'autre, et de pouvoir avoir une carte interactive des déplacements avec la mesure de l'impact CO2, côté collaborateur. Côté administrateur, cette plateforme dont je vous parlais juste avant, dans laquelle vous pouvez suivre l'impact carbone, vous pouvez donc établir les connexions entre vos outils, votre suite RH et l'outil de paie, et puis également vérifier les justificatifs directement dedans. Je résume les principales fonctionnalités qui sont présentes dans cette plateforme de suivi. Merci Yann. Et du coup, quel est le niveau de personnalisation possible finalement sur la solution Move? Oui, alors ça, c'est une question essentielle parce que
c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que chaque entreprise déploie sa propre politique de mobilité durable. On voit assez rarement des schémas se répéter. C'est la flexibilité des dispositifs qui le permet aujourd'hui. Alors tant mieux, c'est exigeant pour des solutions comme les nôtres parce qu'elles doivent être suffisamment flexibles pour embrasser tous les cas d'usage. Alors là, je prends le cas d'usage de on va dire, l'accessibilité des mobilités, quels sont les marchands de mobilité ou les services de mobilité auxquels on a accès. Dans le cadre du forfait mobilité durable et des abonnements de transport, quand ils sont cumulés, évidemment, il y a toutes les familles qui sont listées dans les décrets d'application de la loi LOM sur le forfait mobilité durable. Sur la prime transport, c'est les réseaux, évidemment, stations essence et de recharge électrique. Et quand tout se cumule, eh bien, on les réunit entre eux. Donc, effectivement, chaque entreprise. Et peut-être ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le forfait mobilité durable, l'entreprise peut choisir de sortir l'une ou l'autre des familles de mobilité. Donc, si elle veut exclure l'autopartage électrique pour une raison ou pour une autre, elle peut l'enlever. Donc, on est aussi, nous, capables de s'adapter de manière très personnalisée aux besoins de l'entreprise. Et ce qui est aussi, au-delà de cette personnalisation, on va dire, sur les marchands, donc qui est perceptible par l'usager, l'utilisateur final, il y a cette possibilité de s'intégrer avec tout type d'outils RH, de suite RH, et tout type d'outils de gestion de la paix. Merci Yann. Et dans les pratiques, finalement, si on reste sur ces sujets de mobilité, quelles sont peut-être la famille de mobilité qui est la plus utilisée dans le forfait mobilité durable, dans les pratiques chez les utilisateurs? Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est tout ce qui va être autour du vélo. Donc, purement sur le FM100, la partie abonnement de transport, c'est tout ce qui est autour du vélo. Alors, la famille du vélo est assez grande puisqu'on réunit en général les services de location de vélos publics, donc Vélib, le vélo, Vélov, les services plutôt privés de vélos en libre service dans la rue, dans les villes, ou également par souscription abonnement, ce qu'on peut voir dans leasing vélo, et également tout ce qui est achat et accessoires de vélo, puisque les items, les articles liés au vélo ainsi que la maintenance sont bien éligibles au forfait mobilité durable. Donc, toute cette grande famille autour du vélo est clairement le principal bénéficiaire des fonds du forfait mobilité durable. Merci Yann. Alors pour la dernière question, Simon, comment mettre à jour sa politique de mobilité de domicile-travail? On va essayer de vous donner les meilleures pratiques et vous aider justement à avoir une mise en place du dispositif de mobilité qui soit réussi. Et en tout cas, voilà les quelques recommandations qu'on peut vous faire. Ça commence bien sûr par une formalisation, par un accord collectif. Et n'hésitez du coup surtout pas à, comme je disais, à prendre des juristes spécialisés qui vont vous aider à le rédiger ou à faire appel, voilà, comme Amélie, à des sociétés comme Amélie ou qui peuvent justement vous aider à formaliser cet accord, puisque ça permettra justement après de faciliter sa mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, justement, dans la définition de la mobilité, cela va passer par définir un montant incitatif et adapté. Justement, le forfait mobilité durable, vous l'avez compris, on peut aller jusqu'à un certain seuil d'exonération. Il faut justement regarder dans la pratique quels sont les usages qui vont être faits par les collaborateurs. On a finalement dans la pratique chez nos clients peu de clients qui proposent un forfait mobilité durable au seuil. On peut aller justement sur une moyenne et là-dessus, on pourra justement vous donner quelques informations sur le montant moyen du forfait mobilité durable qui est donné aux collaborateurs ou lorsqu'il est cumulé à l'abonnement transport, combien justement on peut proposer aux collaborateurs. Ça, c'est vraiment un sujet qui est intéressant à pousser pour que ça soit adapté finalement à l'usage. Ensuite, ça permet de garantir une attribution équitable. En effet, il faut justement voir, Amélie en parlait, mais lorsqu'on propose un dispositif de mobilité, qu'il n'y ait pas de discrimination possible, et donc le proposer à tous les collaborateurs. Et c'est vrai que là, dans la pratique, les usages sont différents. Donc voir comment on peut harmoniser cette politique de mobilité pour que tout le monde soit gagnant finalement et qu'il y ait un bénéfice qui soit partagé. Dans l'usage, et on voit que l'expérience utilisateur est importante justement aussi pour inciter les collaborateurs à avoir du changement dans leurs habitudes, c'est de proposer peut-être un mode de versement par carte et de suivi avec une application mobile. La solution Move propose ce type d'outil
Et donc, ça va permettre justement, comme le disait Yann, derrière de pouvoir aussi suivre les différents usages des collaborateurs et avoir du reporting pour justement comprendre l'impact que peut avoir aussi les déplacements des collaborateurs. Informer et sensibiliser les salariés, ça va de pair avec un dispositif, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire connaître, et ça passe par des formations que nous, on organise justement auprès de nos clients, auprès des utilisateurs finaux, pour leur expliquer le bénéfice, comment le consommer. Et c'est important justement d'être dans un échange perpétuel avec ces personnes. Et puis, une fois que le dispositif est mis en place, c'est de le suivre et d'évaluer son impact, tant sur peut-être les émissions carbone qui sont du coup économisées, mais aussi sur les usages et dans les pratiques. Et c'est pour ça aussi que via donc un tableau de bord administrateur que propose Move, on peut justement accéder à ces reportings, à ces outils. Et donc, finalement, se faire accompagner par des experts, donc ça peut passer par justement Evans pour faire évoluer votre offre de mobilité, établir un diagnostic avant d'aboutir sur un accord de mobilité pour connaître les pratiques. C'est important. Ça passe aussi par justement l'accompagnement juridique que peut proposer donc des sociétés comme celle d'Amélie, pour justement ensuite pouvoir vous accompagner et vous conseiller dans la création de l'offre mobilité. Et c'est vraiment très important de se faire accompagner justement par des experts sur ces sujets pour aboutir sur une solution et un outil dédié, comme peut le proposer donc Skipper et Evans avec la solution Move, à partir d'une application mobile, d'une suite de paiement, d'un tableau de bord de gestion, pour justement encourager et permettre l'utilisation de ce budget. Peut-être prenons un temps maintenant, il nous reste un petit quart d'heure sur notre échange. J'ai peut-être une première question qu'on va pouvoir sur laquelle on va peut-être pouvoir y répondre. Que doit-on rembourser aux salariés? Je pense que dans la question, c'est qu'est-ce qui est obligatoire finalement, Amélie? Qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer les obligations rapides de l'entreprise? La seule partie vraiment obligatoire, c'est l'abonnement au transport public que je montrais tout à l'heure. Les fameux 50% des titres d'abonnement au transport public, mais qui peuvent, comme il y avait une hypothèse que j'émettais tout à l'heure, qui peuvent concerner plusieurs abonnements finalement différents, comme métro, bus, etc., mais aussi SNCF. Enfin, voilà, on peut cumuler plusieurs abonnements parce qu'on en a besoin pour faire ces trajets domicile-travail, domicile-lieu de travail. Et dans ces cas-là, l'employeur est tenu légalement de prendre en charge à minima 50% de ces titres d'abonnement, qu'il y en ait un seul ou plusieurs nécessaires. Et ça, c'est l'obligation légale. Le forfait mobilité durable et la prime transport sont des dispositifs facultatifs, mais avec des incitations sociales et fiscales pour encourager les employeurs à les mettre en place. Merci. Seconde question, peut-on décider par exemple de rembourser 90% des frais de transport des salariés? Est-ce que c'est OK pour l'URSSAF? On parle de l'abonnement au transport public là? On parle de l'abonnement transport public, j'imagine, des frais de transport des salariés. OK. Si on parle bien de l'abonnement transport public, donc je disais, il y a minima 50% à prendre en charge, d'un point de vue légal, c'est l'obligation. Après, il y a la possibilité d'augmenter cette prise en charge à 75% et ça reste exonéré de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu pour le salarié. On peut encore augmenter plus, l'employeur peut même prendre jusqu'à 100% des frais d'abonnement au transport public s'il le souhaite. Dans ces cas-là, il y a simplement un critère, une condition à avoir en tête. Ça reste exonéré de cotisations sociales pour l'entreprise notamment. Mais encore faut-il que le salarié qui en bénéficie ne vive pas dans une autre région que celle où est implanté son lieu de travail pour des raisons personnelles, pour convenances personnelles. Si ce n'est pas pour des convenances personnelles et qu'au contraire, c'est contraint pour le salarié s'il vit dans une autre région, dans ces cas-là, il y aura quand même exonération.
Voilà. Mais si c'est pour des convenances personnelles, c'est la limite, il n'y aura pas d'exonération. En soi, ça peut aller jusqu'à 100%, mais dans ces cas-là, effectivement, il y a cette condition d'être, si on est dans une autre région, est-ce que c'est pour convenance personnelle ou pas? Je crois que les questions sont nombreuses, notamment dans l'articulation des dispositifs. J'ai une nouvelle question sur la prime transport. Peut-on avoir une prime transport même si la zone est desservie par des transports en commun? Justement, c'était la condition dont on parlait tout à l'heure. En 2023-2024, c'était possible. Il y avait une dérogation qui permettait de faire bénéficier aux salariés de la prime transport avec les exonérations sociales et fiscales dont on a parlé, peu importe les conditions dans lesquelles sont les salariés, même s'ils ont accès à des transports collectifs, transports en commun. C'était dérogatoire. C'était lié à un certain contexte et on est revenu en 2025 à quelque chose de droit commun. On n'est plus dans cette dérogation et aujourd'hui, on revient à ce qui existait avant, donc en 2022. C'est-à-dire que la prime transport avec les exonérations sociales et fiscales dont je vous ai parlé, les salariés ne peuvent en bénéficier que si leur lieu de travail ou leur domicile est situé à un endroit non desservi par des transports en commun ou alors font du travail de nuit avec des heures décalées. Voilà, il y a des conditions très, très spécifiques et je vous invite à aller regarder ce qu'il y a décrit dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale pour regarder les conditions telles qu'elles sont prévues. Mais voilà, en 2025, on revient sur les règles telles qu'elles existaient avant. La dérogation, c'est fini. Merci. Plutôt une question d'usage, que l'enveloppe FMD est-elle consommée à 100% en fin d'année en moyenne? Est-ce qu'on a des statistiques, Yann, à partager justement sur ce? Alors oui, avant de parler de niveau de consommation, peut-être parler d'enveloppe moyenne. Donc c'est notamment le baromètre du forfait mobilité durable qui donnait une indication. Alors c'était sur des données de 2023, il me semble, et donc qui était soumis à un autre niveau d'exonération. Donc tout ça est un peu différent. Je crois qu'on était autour de 450 € en moyenne comme enveloppe annuelle. Aujourd'hui, je pense que la réalité, elle tourne peut-être plutôt autour de 550 €. Oui, l'enveloppe, elle est intégralement consommée en général par le collaborateur. Il y a notamment un effet saisonnier très fort au mois de décembre avec souvent puisque la distribution, elle peut être mensuelle, trimestrielle ou même en une fois annuelle, mais souvent elle est lissée sur les 12 mois de l'année. Et donc, il y a des phénomènes de thésaurisation qui ont lieu jusqu'au mois de décembre. Et curieusement, le mois de décembre correspond à un mois de fête aussi. Donc, il y a beaucoup de dépenses qui ont lieu à ce moment-là. Pour voilà, la mobilité du collaborateur, mais voilà, il y a plein d'autres cas d'usage qui sont dedans. Donc, globalement, il n'y a pas 1 € qui est perdu en général par les collaborateurs. Et justement, combien de temps cela prend, la mise en place d'un tel projet avec un outil dédié? Alors oui, effectivement, point très important, tout va être lié, on va dire, à la phase technique. Donc la phase, ce que j'appelle la phase technique, c'est celle dans laquelle on va s'interfacer aux outils de user management ou d'intégration avec le système RH et d'intégration, de personnalisation des rapports de paie qui seront téléversés dans les outils de gestion de paie pour les collaborateurs. Cette phase-là, elle peut prendre en fonction de la réactivité des parties entre 1 mois dans le meilleur des cas et 3 mois s'il y a plus de latence. Ensuite, toute la partie qui, on va dire, est proprement technique à l'outil Move, elle peut se faire en parallèle de ces flux-là, donc on va dire entre 15 jours et 1 mois, un peu plus s'il y a encore aussi un peu de délai, notamment pour des ouvertures et des besoins de conformité. Donc, il faut compter entre 1 et 3 mois pour mettre en place un tel projet. À partir du moment où, à minima, l'accord d'entreprise ou la DUE est formalisé. Donc là, je ne parle pas de la phase d'accompagnement, je parle purement de la phase projet. On parlait du télétravail justement qui avait changé les habitudes des collaborateurs. Une question qui nous vient sur les jours de télétravail peuvent-ils être comptés et valorisés en gain d'émissions CO2? Purement technique. Oui, alors dans le
le forfait mobilité durable ou les différents dispositifs, non, ça n'est pas reconnu tel quel. Maintenant, oui, l'entreprise peut tout à fait les valoriser selon une méthodologie qui lui est propre. Cette non-mobilité, cette démobilité, et l'ajouter, on va dire, à la partie automatique, calculatoire qui est fournie par l'outil. Mais c'est sûr que, alors, dans notre outil, il est aussi possible de déclarer des jours de télétravail, et certaines entreprises offrent des forfaits jours télétravail, donc on peut tout à fait suivre cela dans l'outil. Donc ça peut faire l'objet aussi d'un versement salaire, voilà. Donc, mais là, on sort purement du sujet forfait mobilité durable ou abonnement de transport, évidemment, mais tout ça peut être considéré. Juste la notion qui sera plus indépendante et plus personnalisée par entreprise, c'est à quel niveau de CO2 est-ce qu'on valorise la démobilité? J'ai pas la réponse. Merci Yann, merci Amélie pour ce temps de questions-réponses. On va conclure, mais n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions, on tâchera d'y répondre, du moins de vous envoyer les réponses après ce webinaire, pour que vous puissiez repartir avec tous les éléments. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il est important de moderniser d'une certaine façon sa politique mobilité. On parle aujourd'hui de mobility policy en entreprise pour articuler aussi bien la mobilité domicile-travail que la mobilité de fonction, que ce soit avec un véhicule de fonction ou avec un crédit mobilité, pour justement répondre à chacun des besoins des collaborateurs et aux nouvelles attentes. C'est un sujet qui est aussi bien d'expérience collaborateur pour valoriser la marque employeur, aider au recrutement aussi de nouveaux profils dans l'entreprise et pour valoriser aussi le pouvoir d'achat des collaborateurs dans leur mobilité. Ça va aussi permettre le fait de valoriser et de proposer des nouveaux dispositifs de mobilité, de réduire les émissions CO2 et de contribuer à la RSE, et donc de valoriser le bilan carbone de l'entreprise. Vous l'avez compris, du coup, le forfait mobilité durable, les abonnements de transport, la prime transport sont des dispositifs qui sont à votre service pour justement proposer une mobilité attractive, répondre aux nouveaux besoins, encourager les comportements vertueux. Et c'est pour ça que voilà, on est ici aussi pour vous accompagner dans cette réflexion. Comme on le disait, voilà, important de s'appuyer sur un réseau d'experts. Nous sommes des experts justement à vos côtés sur ces sujets, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et c'est pour ça qu'on laisse aussi nos coordonnées en conclusion, que ce soit pour récupérer les éléments partagés dans ce webinaire, mais également pour des questions plutôt juridiques avec Amélie, des questions techniques avec Yann, ou des questions d'accompagnement à la définition de la mobilité avec moi-même. Voilà, nous restons à votre disposition. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.